Le chapitre 1081 a lâché sa petite bombe et Ichiro Oda nous lance de nouveau sur les mers du Shinsekai et de Grand Line à la poursuite de l'homme à la cicatrice de feu, de son bateau noir et des tourbillons qu'il provoque. Quand je vous assure que Oda nous imprime un jeu de pistes narratif, je n'ai jamais été aussi près de la vérité. Toujours pour rester dans la thématique de la narration, je vais vous proposer, comme Oda, un jeu narratif de probabilité qui va nous permettre de nous rapprocher de la vérité, mais aussi de nous éloigner des évidences. Partons en chasse du dernier Road Poneglyph et de son gardien. S'il y a un mastermind dans One Piece, c'est Eiichiro Oda lui-même. Entre antagonistes désignés, infiltrés suggérés ou rêves utopiques, l'auteur de One Piece nous lance des défis dans son œuvre. Et c'est ce qui est magnifique avec One Piece. L'homme à la cicatrice est la nouvelle licorne de One Piece. Nous allons étudier 3 possibilités qui nous permettront de mieux voir dans ce jeu de pistes, qui nous permettra d'éclaircir l'horizon des événements. Caractérisation et motivation probable. Nous allons commencer par Gaban. Nous avons très peu d'informations sur Gaban Scopper. Ce que nous savons sur ces éléments de caractérisation est qu'il faisait partie de l'équipage de Goldie Roger et qu'avec Rayleigh, il constituait probablement les 3 plus puissants membres de l'équipage de l'Euro Jackson. Mis à part quelques répliques tirées du flashback de Oden lors de l'arc Wano Onigashima et une rapide apparition dans le film Red, qui confirme seulement sa présence sur le podium des individus les plus forts de l'Euro Jackson, on ne peut rien dire de Gaban, sinon qu'il pouvait probablement rivaliser avec Oden. Rien ne l'atteste formellement et qu'il utilisait de haches pour se battre. Gaban connaît l'histoire du siècle oublié, car il était de ceux qui ont atteint Loftel, ce qui le positionne tout en haut des pirates les plus recherchés au monde, tout comme Rayleigh. Et tout comme Rayleigh, il a tout intérêt à se faire oublier, même si sa force peut probablement lui permettre de vivre une vie tranquille, incognito. Nous n'avons pas observé un Gaban qui prend des décisions contre la volonté de son capitaine. Bien au contraire, qu'est-ce qui pourrait motiver Gaban à être un élément perturbateur dans la course au One Piece, alors que Rayleigh lui-même décide de rester à l'écart? Pourquoi Rayleigh n'intervient pas, ou plutôt n'intervient-il pas de manière directe, mais que Gaban le ferait? Car ne soyons pas naïfs, Rayleigh, en devenant le mentor de Luffy, intervient dans l'histoire et la facilite. Toutefois, si Gaban intervenait directement comme l'homme à la cicatrice de feu, il interviendrait directement sur la course au One Piece. Il y a des possibilités qui nous mèneraient à Gaban. C'est vrai, l'Euro Jackson a disparu, il aurait pu être repère noir. Gaban savait s'occuper du bateau, il est au courant pour le siècle oublié, et tous ces indices valideraient son identité comme celle de l'homme à la cicatrice. Bien que l'incident résultant de cette cicatrice n'est pas connu, mais devrait l'être pour la poursuite de l'histoire. Cependant, Gaban en tant qu'homme à la cicatrice de feu constituerait une évidence simpliste, mais aussi du fanservice de niveau épique. Rajoutant à cela que Gaban ne justifie pas une phase d'exposition importante qui permettrait de comprendre facilement les motivations, c'est-à-dire pourquoi il a fait ça et était devenu l'unique possesseur du dernier Road Poneglyph. Avec cette rapide analyse, Gaban n'est pas pour moi l'homme à la cicatrice de feu, mais nous pourrions toutefois tomber sur lui lors de la traque de cet individu qui perturbe la recherche du One Piece. Un second personnage est pointé du doigt pour être l'homme à la marque de feu, et cet homme n'est autre que Monkey D. Dragon. Dragon, contrairement à Gaban, est un personnage que l'on connaît. On sait relativement quels sont ses objectifs, ce qu'il représente dans l'univers de One Piece, et nous avons des éléments de sa personnalité et probablement de son caractère en tête. Il y a assez de flashbacks et de scènes avec Dragon pour tracer les contours, même vagues, du personnage pour répondre à la question « Est-il l'homme à la cicatrice ?» de feu. Dragon, dans l'histoire de One Piece, est la personnification de l'entité ou organisation ERA, l'armée révolutionnaire. Tête de proue de cette organisation militaire, il est l'homme le plus recherché de l'univers de One Piece. Il n'en fallait pas moins pour que nous plongions tous sur cette occasion pour faire un raccourci épique entre son bateau qui apparaît noir dans le flashback de Sabo et sa réputation d'homme le plus recherché du monde. Toutefois, gardons en tête un proverbe: quand le sage
montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Que ça soit Aguar di Soro, Monkey D. Dragon ou un autre connu, les évidences sont des leurs. Et Dragon coche toutes les cases qui conviennent. Il convient de remettre les choses dans leur contexte et d'utiliser une logique probabiliste pour deviner si le représentant de l'armée révolutionnaire est le mystérieux homme à la cicatrice de feu. Dans One Piece, les adversaires ou alliés des Mugiwara ont une fonction dans l'histoire, fonction qui reste en lien avec les éléments de caractérisation bien précis. Et pour le coup, l'armée révolutionnaire s'occupe essentiellement de politique, de guerre et de guérilla. L'armée révolutionnaire ne s'est à aucun moment occupée ou a donné l'impression de s'occuper des poneglyphes ou du siècle oublié. Dragon, en tant qu'image de cette entité, s'occupe donc de politique et de guerre, de révolution et non d'histoire. L'armée révolutionnaire est pragmatique, la révolution est une affaire de politique et de puissance militaire, et non d'histoire. Pour ces raisons, je crois fortement que Dragon n'est pas l'homme recherché, sans compter que cette option serait dégoulinante de facilité pour les Mugiwara. Dans cette situation, le mystère de l'homme à la cicatrice de feu nous mènerait sans nul doute vers un personnage nouveau. Cette question pose à mon avis des problèmes. Il faudrait pour des questions d'empathie et de phase d'exposition que le personnage ne soit pas complètement inconnu, mais au moins cité dans le récit, montrant qu'il fait partie du game, et soit un archétype de personnage clair et compréhensible pour les lecteurs. Les problèmes liés à la phase d'exposition, à l'empathie et à la construction des motivations du personnage vont donc être essentiels à gérer pour l'auteur. S'il s'agit d'un personnage qu'on croyait mort, il se peut que les lecteurs trouvent cette option facile ou sortie du sac, mais surtout de nulle part. Dans tous les cas, le personnage doit être éloigné des membres des Mugiwara. Ces derniers doivent accomplir des exploits et un proche vivant ou qu'on croyait mort ne constitue aucunement un obstacle à surmonter. Il existe un troisième cas. Il est évoqué par Shiryu de la Pluie, il s'agirait d'un membre actif ou non du gouvernement mondial. Dans le Japon pré-révolution industrielle, il existait des bateaux ou des navires noirs. Les Japonais de l'époque les appelaient kurofune. La coque de ces navires de couleur noire était principalement due au brai, un goudron utilisé pour imperméabiliser la coque de ces navires d'origine étrangère, occidentale, européen ou américain. Ces navires renvoyaient à la technologie occidentale. Certaines compagnies marchandes de l'époque étaient détenues par les États eux-mêmes et la symbolique du bateau noir peut nous pousser à réfléchir dans cette direction. Il s'agit d'un élément de caractérisation qui peut mettre sur la voie du gouvernement mondial lui-même ou d'un ancien membre du GM. Nous avons déjà eu des exemples de transfuges, reconvertis ou même espions qui sont passés du gouvernement mondial à une vie de pirate. On pourra citer Doflamingo, Drake ou même Uzu dans l'équipage de Kaido. Il faudra dans tous les cas que des éléments d'empathie et du passé de ce personnage soient reliés à la trame principale de l'intrigue. Au final, l'option Gaban est séduisante, mais peut-être trop. Les avantages sont que le personnage est connu et qu'une phase d'exposition serait rapide et efficace. Toutefois, les motivations du dit personnage devront être solides et être de vraies motivations pour éviter du fanservice et de la facilité scénaristique. Je suis la voix de Roger. Si Gaban intervient, il ne peut pas avoir une fonction plus importante que celle de Rayleigh. Pour moi, cette option est peu probable. L'option Dragon maintenant, elle est pour moi la plus improbable. Dragon est connu, il a déjà une fonction dans le récit, une caractérisation claire, un caractère établi, et son organisation a déjà un rôle ainsi qu'une fonction dans le récit. La révolution. L'histoire, quel que soit son poids, pour faire changer les choses, ne rentre pas en ligne de compte. Un personnage complètement nouveau serait a priori intéressant, mais nécessiterait de placer une caractérisation, un caractère, une épaisseur empathique, une fonction dans l'histoire qui me paraît compliqué et risqué à mettre en place pour cette saga finale. Il reste la troisième solution, celle concernant un transfuge du gouvernement mondial. Cette solution est la plus intéressante à mon avis et justifie l'intervention de Shiryu dans la conversation. Cette case n'est pas anodine si on souhaite l'utiliser comme une justification a posteriori. Cette option est la plus probable à mon sens, mais devra être justifiée, cohérente mais surtout bien ramenée à la trame principale avec des éléments qui ont déjà été abordés précédemment dans l'histoire. Enfin, à mon avis, la voie de toute chose sera reliée à cette recherche, de près ou de loin, ceci afin d'introduire ce pouvoir d'une manière inédite. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, likez, commentez, partagez-la. Je vous dis à bientôt l'équipage.